Rebonjour. Je vais avoir quelques remerciements moi aussi, évidemment pour toute l'équipe des éphémères et pour Big Bravo. Pour l'association Furafol aussi qui porte ce projet de spectacle dont vous ne voyez pas aujourd'hui des extraits, mais simplement des extraits de la matière première, c'est-à-dire en bonne partie les carnets inédits d'Anatole Lebras, et ce sera mon troisième remerciement pour le CRBC de l'Université de Bretagne-Ouest qui conserve ces carnets et chez qui j'ai reçu un accueil sans lequel rien de ce projet n'aurait pu voir le jour. Justement, les carnets de Lebras, retournons-y. Carnet de guerre, vendredi 4 septembre 1914. Lebras est à Port-Blanc, il passe la guerre à Port-Blanc. Mais la guerre, on ne s'en rend pas compte aujourd'hui, on ne le mesure pas aujourd'hui, mais la guerre de 14-18 arrive jusqu'en Bretagne. Vendredi 4 septembre 1914. Je viens de recevoir la visite de ma chère vieille amie Marie-Vonne Vraz, toujours abondante en paroles, ailée et pleine de sens. Elle est venue nous apporter quelques pommes et me demander d'intercéder pour elle auprès de Madame Botrel, Madame Théodore Botrel, auprès de Madame Botrel pour qu'on lui donne les quelques souches arrachées qui sont près de la maison et dont Madame Botrel ne fera rien. Elles lui seront volées cet hiver si elle n'en fait pas aumône, et le fagot est cher. Ce serait un grand bienfait pour Marie-Vonne, dont les enfants ne peuvent désormais gagner que pour eux-mêmes. Elle a bien son goémon, qu'elle est seule à récolter avec cette ardeur. Tout le goémon qui est sur l'île du château est à moi, me dit-elle, mais je ne suis pas du tout assurée de le vendre par le temps qui court, bien que celui qui me l'achète d'habitude et qui habite Trézény soit un dine Wesson, un homme bien. Ce goémon représente pour elle une valeur de 60 francs à 70 francs, tout l'argent qui pourrait l'aider à passer l'hiver. Jeudi 18 mai 1922. Ce matin, la petite fille de Marie-Vonne Vraz a couru après moi pour me demander de passer voir sa grand-mère. Celle-ci était debout dimanche quand nous sommes allés prendre de ses nouvelles, mais aujourd'hui la mort est sur elle et en elle. L'anco la guette, la pauvre femme. Elle était assise dans son lit, ou plutôt à demi renversée en arrière contre de hauts oreillers, et l'on s'étonnait comment cette géante, haute comme une église, selon l'expression de Mary, pouvait tenir dans ce lit trop court. Il y avait là sa fille Françoise et Anne-Yvonne Bougeant. La pauvre vieille se plaignait de souffrir beaucoup et d'avoir mal à respirer. Ses reins ne fonctionnent plus et son ventre s'enfle. Elle a plusieurs litres d'eau, a dit le médecin. Voilà 20 ans, paraît-il, qu'elle a un fibrome. Elle sentait cela aller et venir comme une boule, mais dit-elle en geignant, cela ne m'avait jamais gênée. Le médecin va retirer de l'eau pour la soulager. Quelques piqûres de morphine vaudraient mieux pour aider cette humble femme à mourir. Avec elle, ma dernière conteuse de Port-Blanc va s'en aller en terre. Et toute une Bretagne aussi descendra dans la tombe avec elle. Mon regret est grand aujourd'hui de n'avoir pas plus sollicité sa mémoire que je ne l'ai fait jusqu'à présent. Maintenant, c'est trop tard. Dans quelques jours, peut-être demain, elle ne sera plus. Sa grande bouche qui riait si large sur ses vieilles dents sera fermée pour jamais. Et les axiomes où elle se complaisait et auxquels elle donnait une forme si précise et parfois si éloquente s'éteindront avec son cerveau. Elle est toute jaune, d'un jaune de très vieil ivoire, extraordinairement tailladé et sculpté. Elle était là, à un an, regardant devant elle avec une rare plainte pour geindre sa souffrance. Je lui ai dit que je reviendrais la voir. Elle m'a serré la main longuement et d'une emprise encore forte malgré sa faiblesse. Le jour de la fenêtre tombait sur sa vieille camisole de laine. Elle avait les mains jointes, déjà dans l'attitude de la mort. Je suis revenue triste, Mary aussi. Mercredi 24 mai 1922. Avant-hier,
Nous sommes allés voir Marie von Vraz dans l'après-midi si chaude, car le temps continue à être merveilleux, avec parfois des brumes de chaleur intenses. Ma vieille amie, à qui le docteur avait retiré 10 litres d'eau 2 ou 3 jours auparavant, en avait ressenti un grand mieux et s'était levée à l'air. Nous l'avons trouvée seule, allongée sur une couette, avec un oreiller sous la tête et reposant sur le côté, à l'ombre d'un mur, dans son petit courtis, où les pommes de terre attendaient d'être arrachées, pendant que Françoise et Mélie en arrachaient d'autres dans le petit champ entouré de pierres sèches de l'autre côté de l'étroit chemin. Marie-Vonne pouvait laisser errer sa vue sur tout le Port Blanc, qui se montre tout entier de profil, vu de cette pente du Krijg Morvan. « Oh là, Marie-Vonne, lui dis-je, d'ici vous pouvez contempler tout le paysage de vos exploits. »« Oui, dit-elle, j'ai beaucoup couru tout cela. Et cela me rappelle bien des souvenirs datant de mon plus jeune temps. » Elle se sentait très faible. 13 juillet 1922. Aujourd'hui, je rouvre mon carnet pour y noter que Marie-Vonne Vraz est toujours en vie, mais l'empoisonnement commence à agir. Tous les soirs, quand le jour tombe, elle délire. Lundi dernier, elle resta veiller tard près du foyer. Sa fille, déjà couchée vers 10h30, lui demanda « Vous n'allez pas vous mettre au lit ?» « Pas encore, répondit-elle, je crains d'avoir besoin de sortir et je ne veux pas avoir à me lever une fois couchée. » Peu après, vers 11h, sa fille l'entendit qui se servait du vase de nuit, puis elle la vit se diriger vers la porte. « Où allez-vous ? Videz le vase, donc !» Elle sortit avec le vase. Comme elle ne rentrait pas, Françoise se leva et alla dans le jardin l'appeler. Pas de réponse. Alors elle la chercha partout, dans les dépendances à demi ruinées qui entourent la maison. Personne. Mais dans un coin, elle trouva les sabots de Marie-Vonne, que celle-ci avait eu la précaution de cacher. Françoise se mit à appeler tout haut dans la nuit, mais toujours en vain. Alors elle réveilla Mélie et la petite, la fille d'Émile, qui toutes deux s'élancèrent dans la route qui mène à la mer. Arrivées à Rohennik, elles aperçurent la grande silhouette de Marie-Vonne, qui déjà s'était engagée dans la grève. Elles eurent toutes les peines du monde à l'obliger à revenir. Mélie reçut même un coup de bâton de la grand-mère, qui était en colère d'avoir été arrêtée. Elle dit ensuite qu'elle voulait aller à l'île du Château. Cette île du Château a joué dans sa vie un tel rôle. C'est là qu'elle allait ramasser et étendre à sécher son goémon. Là qu'elle s'agenouillait parfois près du capitaine anglais inconnu. Là qu'elle rêvait, me disait-elle un jour, d'avoir elle-même sa tombe. Elle a renoncé pour une fois à son dessein, mais elle a juré qu'elle recommencerait et qu'il faudrait bien cette fois la laisser suivre son idée. Armari curi galere wista barbolom pales arrui panarie wista barbolom la wista barbolom. Dis bonjour à joie intimement, wista barbolom. Mer harroui paleriment, wista barbolom la, wista barbolom. Mon dusir gammegre, wista barbolom. I bleu ganti war gubri brer, wista barbolom la, wista barbolom. Nek onze ni glaskan, wista barbolom.
mer har roué a verhénan, wista barbolom la, wista barbolom. Mer har roué i verhénan, wista barbolom. Så manad minoras amant, wista barbolom la, wista barbolom. Et gannen ali hita hid, wista barbolom. A trousi goraz a gleufant, wista barbolom la, wista barbolom. Ma kan I habit incarnar, wista barbolom. Zo surjad ganti o vragal, wista barbolom la, wista barbolom. Ma oui, jeune me en enderstang, wista barbolom. Me a prouvé ar verjawang, wista barbolom la, wista barbolom. Wista barbolom la, wista barbolom. Bonne soirée à tous.